tous et bienvenue à cette session consacrée à la lutte contre la maltraitance en établissement. Pour cette session, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts de terrain, issus du terrain et qui ont participé également à la recommandation de bonnes pratiques professionnelles qui a été publiée en octobre 2024 sur ce sujet de la bientraitance et de la gestion des signaux de maltraitance en établissement. Il s'agit de Élodie Lounassi, qui est directrice des soins dans le pôle autonomie à domicile à Nogent-sur-Oise, ainsi que Daniel Cagliaroli, qui est représentant des usagers dans différentes structures de santé et qui est également membre de la commission sociale et médico-sociale de la Haute Autorité de Santé et également vice-président de l'association Hyper Super TDAH France. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour parler de ces sujets. Mais avant tout, nous allons lancer un premier quiz qui est destiné aux participants qui sont en ligne, avec une première question qui est la suivante et qui va apparaître sur vos écrans. La première question est la suivante. Donc, avez-vous une vision claire de la maltraitance ? Oui, non, à peu près. Nous vous laissons quelques secondes pour répondre à cette première question. Ça va permettre de lancer la présentation tout à l'heure. Merci beaucoup à tous. On va passer à la deuxième question de ce quiz. Pouvez-vous nous donner un mot-clé pour définir la maltraitance selon vous ? Cette question va permettre l'apparition d'un nuage de mots d'ici quelques secondes. Donc, on vous laisse 30 secondes pour y répondre. Merci à tous pour vos réponses. Maintenant, je passe la parole à Élodie et Daniel pour commencer cette présentation. Merci Laurence pour cette introduction, pour nous avoir invités aussi pour venir vous parler de comment agir ensemble contre la maltraitance. Alors, je vais essayer de passer la première slide, mais elle ne veut pas passer. Si, j'insiste. Donc, en fait, notre présentation... Ah, du coup, ça s'est accéléré. Donc, je reviens en arrière. Pardon, voilà. Donc, voici le plan de notre intervention. Donc, il nous paraît important, pour parler de la maltraitance, de la définir au départ, et de comprendre aussi comment elle s'instaure dans une relation. Cette compréhension va nous permettre ensuite d'agir pour prévenir ces situations de maltraitance et de pouvoir évoluer vers des actes de bienveillance et de bientraitance. Alors tout ceci va s'appuyer aussi sur, ce ne sont pas que des concepts philosophiques et moraux, ce sont aussi des situations vécues qui seront illustrées à travers des exemples et qui vont, en ce qui concerne les actions préventives ou correctives, s'appuyer sur des méthodes et des outils et qui ont été élaborés évidemment dans des groupes de travail qui étaient pluridisciplinaires au niveau de l'HAS. Alors on est conscient aussi que tout ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte contraint. Donc ça veut dire qu'il y a des défis et des enjeux auxquels nous devrons faire face. Alors on va commencer par une définition qui est une définition juridique qui plante bien finalement, qui donne vraiment les éléments qui sont déterminants pour caractériser une action de maltraitance. Donc la maltraitance, elle concerne des personnes qui sont vulnérables, qui sont en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action va compromettre ou porter atteinte à leur développement, à leurs droits, à leurs besoins fondamentaux et à leur santé. Ça intervient, ces contextes-là interviennent dans une relation de dépendance ou une relation de confiance, de soins ou d'accompagnement. Ces situations de maltraitance, elles peuvent être ponctuelles, elles peuvent être répétitives, elles peuvent être intentionnelles ou non. Les origines peuvent être individuelles, elles peuvent être systémiques, collectives.
et elles peuvent revêtir des formes multiples. Donc, à retenir, il y a 2 conditions cumulatives, l'existence d'une atteinte caractérisée et l'existence d'une relation entre l'auteur et la victime. Alors, comme nous allons le voir, ces actions de maltraitance sont protéiformes dans leur expression, dans leur origine, et donc dans la manière de traiter, de les anticiper pour les prévenir. Nous allons vous présenter aussi des actions qui sont multiples et qui s'adressent à l'ensemble des parties prenantes qui prennent en charge ces personnes accompagnées. Alors, les causes communes, c'est une méconnaissance des déterminants. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les déterminants ici? Ce sont les facteurs de risque associés à chaque acteur. Commencer en présentant le patient, la personne ou la personne accompagnée, qui va avoir son histoire médicale, qui peut être porteuse de troubles, qui vont affecter des troubles cognitifs, des troubles de comportement, qui vont affecter sa compréhension de son environnement et qui vont aussi nécessiter des modalités de communication qui sont adaptées. En ce qui concerne aussi les proches et les proches aidants et la famille, il y a une vision aussi qui peut être alors j'allais dire déformée par un déni de situation et qui peut conduire aussi à des attentes qui sont trop élevées par rapport à ce que le membre de la famille, la personne accompagnée peut accomplir. Et donc, ça peut conduire à des situations de maltraitance. Il y a aussi du déni, alors c'est ce que je viens de dire, et aussi des conflits intrafamiliaux. Alors, ce qui concerne les personnes, les professionnels qui sont accompagnantes, qui sont dans l'environnement, il peut y avoir un déficit de formation à gérer des situations particulièrement difficiles sur le plan aussi émotionnel, de devoir encaisser des situations avec des comportements qui sont hors normes et qui peuvent conduire à des actes de maltraitance en réactivité en fait. Donc là, la formation, c'est important, le recrutement, c'est important. Ça peut être aussi des gens qui sont bien formés, bien recrutés et qui sont dans une situation de surcharge de travail et qui, pour assumer ce qu'on leur demande de faire, ils vont commencer à avoir des pratiques qui vont devenir maltraitantes. Alors, le regard que chacun doit avoir sur sa pratique, c'est important. C'est la responsabilité individuelle. Après, il y a une responsabilité aussi collective. Donc, quand on fait un constat de situation de maltraitance, ça veut dire que le système il a dysfonctionné sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Donc cette maltraitance, elle est protéiforme et je vais passer la parole. Non, je pense que c'est bon, pardon. La maltraitance se développe dans un écosystème. C'est ce qui est mis là sur la diapositive. Et donc je vous propose de vous passer la parole à Élodie qui va voir avec vous les différentes situations. Merci Daniel de me laisser la parole. Donc vous avez à l'écran un schéma qui est issu de la recommandation de la Haute Autorité de Santé qui rappelle que la maltraitance peut avoir plusieurs origines. Cet outil doit être mobilisé dans votre quotidien professionnel. C'est un outil qui va vous permettre d'analyser les situations et guider les actions en fonction des domaines qu'a pu vous exposer Daniel. En effet, les causes de maltraitance sont plurifactorielles. Ça peut émaner de la gouvernance, ça peut émaner des professionnels, du management. Et il est important d'identifier en tant que professionnel de terrain les facteurs de risque pour pouvoir s'en saisir, les analyser et mener des actions au sein de vos services respectifs. Je vais maintenant vous parler de la bientraitance, comment bien débuter. L'objet de notre intervention, c'est donc ensemble contre la maltraitance. Et pour lutter contre cette maltraitance, il faut développer cette posture bientraitance. Donc être bientraitant, c'est déjà reconnaître en tant que professionnel de santé que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour les autres. Cela donc implique de considérer la personne dans sa singularité, c'est de respecter ses choix, ses attentes et ses besoins. Donc adopter une posture bien traitante en tant que professionnel de santé, c'est analyser régulièrement sa pratique professionnelle, mais l'analyse de sa pratique, elle ne doit pas se faire seule, elle se fait dans un collectif de travail. Cette réflexion doit se nourrir autour d'échanges en équipe pluridisciplinaire pour ajuster nos pratiques, confronter nos points de vue, et cela afin de progresser ensemble. Donc la bientraitance repose donc sur une posture réflexive qui est essentielle donc pour questionner ses gestes, ses décisions et ses attitudes. Elle est combinée avec, sur deux fondamentaux, qui est le savoir-être, avec le respect, l'écoute
et l'empathie, et également un savoir-faire avec une écoute bienveillante du patient accompagné et des attitudes, enfin des actions adaptées et une communication bienveillante, je l'ai déjà dit, et une vigilance professionnelle. Donc cette réflexion en équipe pluridisciplinaire au sein d'une institution, au sein d'un service, elle doit être guidée aussi par la gouvernance, parce que pour être bien traitant, il faut aussi que les professionnels soient bien traités. Donc comme vous l'aurez compris, être bien traitant, ce n'est pas une posture neutre, c'est une posture active qui demande un véritable apprentissage au quotidien, parce que l'objectif dans notre quotidien, face aux contraintes de temps, de ressources humaines, c'est aussi de lutter contre les automatismes professionnels. Donc elle demande une vigilance constante, car l'absence de maltraitance n'est pas un gage de bien-traitance. Donc au quotidien, ce qui est important, c'est de pouvoir, en tant que professionnel de santé, c'est de pouvoir guider notre posture en nous adaptant à la personne accompagnée, à son histoire de vie, à ses choix, respecter ses choix, ses attentes, mais également s'adapter à son contexte pathologique et bien évidemment au projet de soins ou au projet d'accompagnement pour le secteur médico-social. Et c'est le projet d'accompagnement qui va guider nos actions et qui va donner du sens à notre accompagnement. Alors, je vous parlais précédemment des automatismes professionnels qui parfois, en lien avec nos contraintes de temps et les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre quotidien, on va parfois banaliser certaines attitudes, et ces mauvaises habitudes qu'on va prendre vont malheureusement conduire petit à petit à des situations de maltraitance ou de non-bien-traitance. Donc, je vais illustrer mes propos avec quelques exemples. Ces exemples vont peut-être vous sembler parfois peut-être un peu banal, mais déjà, si on respecte ces ancrages professionnels, je pense que ça nous guide vers un accompagnement adapté des patients qui nous sont confiés. Donc, par exemple, sur le respect de l'intimité, ce qui est important, c'est tout simplement de frapper à la porte de la chambre d'un résident, mais y compris dans le secteur hospitalier, les patients sont hospitalisés, il est important de pouvoir frapper avant d'entrer dans la pièce, de se présenter et de pouvoir énoncer l'objet de notre visite et puis qui on est, pourquoi on vient dans la chambre du patient. Donc c'est pouvoir respecter son intimité. Ensuite, ce qui est important également, c'est le respect du ressenti et du confort. On parle, enfin, en période de forte chaleur, il y a des recommandations qui sont faites, par exemple dans le secteur médico-social, où on doit permettre à une personne âgée de pouvoir profiter d'un espace climatisé pour pouvoir lutter contre ces fortes chaleurs. Et souvent, on voit des personnes âgées qui ne vont pas forcément supporter la salle climatisée, qui ne sera pas adaptée à leurs besoins. Donc, c'est écouter la personne accompagnée et puis respecter son choix, peut-être diminuer le temps préconisé ou adapter la température de la pièce. Parce que nous, en tant que professionnels de santé, il fait chaud, on est dans notre rythme de travail, mais la personne âgée, elle a un ressenti qui est différent. Et ce qui est important, c'est de prendre en compte ce qu'elle souhaite. Ensuite, j'illustrerai également mes propos avec donc, le respect de la considération. On propose des activités dans le secteur médico-social et par exemple, ce qui est important, c'est que je ne vais pas proposer une activité type maquillage ou pose de vernis à ongles à une personne âgée qui ne s'est jamais maquillée et qui n'a pas l'habitude d'être apprêtée, sous prétexte que je dois proposer une activité qui va permettre d'illuminer ses journées. C'est vraiment adapter notre projet, notre activité en fonction des besoins et des attentes du patient, de la personne accompagnée. Donc, c'est donner du sens à notre accompagnement. Ensuite, un rappel aussi, c'est ne pas parler de la personne devant elle comme si elle n'était pas là. Parfois, on est deux professionnels, on va pouvoir échanger soit des éléments en lien avec le travail ou d'autres paroles. Le patient est là, il doit être, il n'est pas objet, il est un sujet et il est important de pouvoir en tout cas l'associer aux discussions qu'on va pouvoir avoir.
Je terminerai avec cette illustration aussi d'expliquer l'importance d'expliquer les soins que nous allons réaliser. On vient poser une perfusion, on vient faire une prise de sang, je viens distribuer un médicament. Je dois pouvoir expliquer l'acte de soin que je vais apporter au patient, écouter aussi ses inquiétudes et puis lui dire pourquoi je fais cet acte de soin. Cela vraiment permet à la personne de comprendre ce qui va être fait et puis de la prendre en considération. Tous ces exemples paraissent des actes de bon sens. Malheureusement, dans notre quotidien professionnel, on voit que des actes aussi simples que j'ai pu vous exposer peuvent s'effacer parce qu'on est pressé par le temps et parce qu'on fait face à des contraintes. Donc, pour les 2 points à retenir, pour pouvoir développer cette culture de bientraitance, c'est éviter la projection de nos propres normes de bien-être et rester centré sur l'individualité de la personne accompagnée, et que la bientraitance s'incarne dans de petites attentions quotidiennes qui traduisent concrètement le respect de la personne, de son intimité, de ses choix et de son identité. Ok, donc c'est à moi. Donc les acteurs de la bientraitance, donc on a la personne accompagnée, ses proches, les professionnels qui sont au plus près de la personne accompagnée et les représentants des usagers du système de santé qui peuvent intervenir soit à l'intérieur d'un conseil de vie sociale, à l'intérieur duquel ils sont en mesure de remonter des situations qui sont problématiques sur la façon dont sont gérées humainement les personnes de l'établissement. Et ce sont les commissions des usagers au sein des établissements de soins. Donc ensemble, ces acteurs-là garantissent par une bonne communication qu'ils doivent établir entre eux la sécurisation d'actes de bientraitance dans la prise en charge des personnes. Donc, Daniel a exposé les acteurs de la bientraitance. Donc, il est important de mobiliser les proches. Donc, pourquoi ? Parce que leur regard complète celui des professionnels de santé. Ils apportent une vision différente de la personne accompagnée qu'on connaît. Ils connaissent les habitudes de vie, les rituels du patient confié, ses préférences. Et leur contribution permet, dans notre quotidien professionnel, d'ajuster notre prise en soin au plus près de l'histoire et de la personnalité et des besoins du patient. Donc, comment mobiliser les proches ? Il est important de communiquer régulièrement avec eux, en donnant des informations claires sur la prise en soin qu'on va pouvoir proposer, mais également en exposant nos limites. On sait qu'en tant que professionnel de santé, en tant que structure qui accueille des personnes qui ont besoin d'être pris en soin sur le plan de la santé ou pour le secteur médico-social, il y a des choses que l'on peut faire et des choses que l'on ne peut pas faire. Il est important d'être transparent également sur nos limites, sur la prise en soin qu'on va pouvoir proposer. Et cette relation de confiance, elle va nous permettre de pouvoir aussi avoir un discours transparent vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que dans notre secteur d'activité où on doit faire face à des moments de tension, si la relation de confiance elle est instaurée avec la famille, si elle est instaurée avec le patient, si un jour on est un peu moins disponible pour pouvoir écouter la famille ou répondre aux besoins du patient, si on lui explique que ce jour-là, on a un petit peu moins de temps, la relation de confiance étant instaurée, ça passera mieux que si on n'accorde jamais de temps aux proches et à la personne accompagnée. Donc ça veut dire bien évidemment qu'il faut, au début de la relation, investir un peu de temps, mais qui ensuite sera vraiment un plus dans la prise en soin qu'on va pouvoir proposer après. Et les proches, par expérience, sont des vrais partenaires de soins. Je voudrais rebondir sur la notion de relation de confiance dans un exemple que tu m'avais donné. Quand on a su construire cette relation de confiance avec la personne accompagnée, à un moment donné, elle va vous solliciter, vous n'êtes pas disponible parce que vous avez une autre tâche à accomplir, et vous allez dire à la personne, écoutez, là je ne peux pas, mais je vais revenir dans 15 minutes et je vais m'occuper de vous. Quand la relation de confiance elle a été construite, la personne sait que vous allez revenir, et elle ne va pas se mettre en état de souffrance, elle sait. Voilà, c'est ça qui construit finalement, qui donne de la souplesse un petit peu dans le fonctionnement.
Alors là, on peut parler aussi de la relation de confiance avec le management, c'est le propos de cette diapositive, pour créer un climat de travail qui soit favorable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà dans la composition des équipes, équilibrer autant que possible les juniors avec des personnes expérimentées pour ne pas laisser les personnes seules à gérer des situations qui peuvent être difficiles et qui peuvent conduire ensuite à des comportements qui vont devenir maltraitants. C'est aussi dégager du temps pour un espace de parole pour pouvoir faire des remontées d'expérience sans crainte d'être jugé, voire sanctionné, de pouvoir bénéficier de regards croisés des pratiques entre collègues et sous la bienveillance du management. Enfin, troisième point pour le management, c'est aussi de créer des temps pour la formation avec des thématiques. On peut se dire une fois par mois, on va travailler telle thématique de bientraitance et puis on en discute en groupe, on partage nos expériences et on voit là où on peut s'améliorer. Donc le but de tout ça, c'est d'instaurer un cercle vertueux où les gens se sentent en confiance, bien traités pour devenir, on l'a déjà dit, bien traitants à leur tour. Et ça interpelle aussi la gouvernance d'une institution ou d'un établissement pour que les procédures de bientraitance ou les attitudes de bientraitance fassent partie des valeurs et des priorités de ces établissements, au même titre que des priorités économiques ou opérationnelles que l'on connaît tous. Alors, quel rôle des représentants des usagers dans ce système? Alors, c'est défini aussi par la loi, c'est de faire respecter les droits des usagers, leur faire connaître ce à quoi ils peuvent aspirer. C'est aussi contribuer à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des personnes en jouant ce rôle de facilitateur dans la communication. Ce n'est pas un rôle d'arbitre, encore une fois, c'est un rôle de facilitateur, parfois un rôle de médiateur. Donc c'est une position un peu équilibriste, mais qui est aussi basée sur la confiance qui est construite. Et après, on sait que quand il y a des requêtes, elles sont raisonnables, elles sont justifiées et elles ne sont pas exagérées en fait. Alors, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, donc des repères pour la bientraitance. Donc, il y a un guide qui a été élaboré par un groupe de travail composé de regards pluriels avec des professionnels de santé, des familles, donc des représentants des usagers. Cette diversité permet de construire un document utile dans le quotidien et qui n'est pas déconnecté de la réalité. Le document qui a été conçu, l'objectif de travail est qu'il puisse être mobilisé dans le quotidien professionnel et que chaque professionnel puisse s'en saisir, mais également que les personnes accompagnées, les personnes soignées puissent avoir connaissance de leurs droits dans la prise en soin qui pouvait leur être proposée. Donc vous trouverez à travers cette recommandation des outils concrets qu'il est important pour les services, pour les cadres de santé, pour les chefs de service de s'approprier et de pouvoir les présenter aux équipes qu'ils accompagnent au quotidien. C'est un outil qui ne doit pas rester dans une salle de soins au milieu de classeurs. C'est un outil qui doit être un instrument du quotidien qu'on va mobiliser dans les situations de soins qu'on peut rencontrer. Donc il y a une vraie responsabilité de la part de la gouvernance des établissements de pouvoir se saisir de ce référentiel et de pouvoir le faire vivre au quotidien. Alors en complément de ces recommandations, on a des fiches pratiques qui portent bien leur nom. Je vais vous donner le titre de quelques-unes d'entre elles. Reconnaître une situation potentielle de maltraitance entre les personnes accueillies. Donc là, on a par un jeu de questions progressives la possibilité justement de souligner si on doit être en alerte par rapport à une situation potentiellement maltraitante. On a aussi une fiche qui donne des conseils sur les postures professionnelles bien traitantes à adopter pour la personne accueillie. Et on a aussi le repérage des facteurs de risque et des signaux faibles d'alerte. Donc, ces documents-là peuvent être utilisés tels quels. Les structures peuvent choisir aussi de les adapter pour qu'elles soient
digérable aussi par des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est aussi ça la responsabilité du management et de l'établissement, c'est de pouvoir faire en sorte qu'elle soit accessible, et aussi par des sessions de formation qui peuvent être des sessions plateau repas. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de formats pour donner accès à ces informations. Alors, quels sont les défis auxquels nous devons faire face? Alors moi, j'ai mis en premier un défi qui me paraît important, qui revient de l'expérience que j'ai en EHPAD, c'est la confrontation des générations différentes entre les personnes accompagnées et les personnes qui les encadrent et qui les accompagnent, et avec des différences aussi, souvent aussi culturelles. Donc, l'idée, c'est de mettre les personnes dans une configuration où elles se sentent bien, et elles accepteront d'autant mieux leur prise en charge que nous-mêmes, enfin en tout cas les encadrants, les personnes qui les suivent, prennent en compte ces différences-là. Un exemple tout simple, si vous passez du rap à des ben oui, mais moi je l'ai vu ça, hein, je vous parle de vécu de personnes qui ont 85, 90 ans, c'est pas la même chose que si vous leur passez Petit Papa Noël avec Tino Rossi. Donc bon voilà, donc c'est important, et même dans la communication, pas simple, dans les valeurs qui sont portées par les personnes, c'est important. C'est toi qui interviens sur la suite. Voilà. Moi, ce qui semblait de mettre en exergue, de pouvoir accorder du temps aux proches, je voulais exposer dans une des slides, mais au fur et à mesure de mon travail, plus j'ai intégré les proches dans l'accompagnement des patients qui m'étaient confiés, plus j'ai appris à leur accorder du temps, plus j'ai trouvé cela facile de pouvoir leur exposer les difficultés que je pouvais rencontrer au quotidien. Donc c'est ça que je souhaitais mettre en exergue par rapport aux défis auxquels nous devons faire face. Ne pas fuir les proches, même s'ils ne sont pas satisfaits de la prise en soin qu'on leur propose en première intention. Il ne faut pas fuir la situation. C'est important de pouvoir les recevoir dans un bureau, de les écouter, et puis de dire ce qui peut être amélioré, parce qu'il faut aussi prendre conscience de ce qui peut être amélioré, et puis de travailler, d'avancer et de proposer des axes d'amélioration. Alors, faire bien avec des ressources limitées, c'est un vrai challenge. Et pour surpasser ce contexte structurel qu'on espère pouvoir mieux appréhender dans le futur, mais pour le moment, ce n'est pas la tendance, ce qui permet de passer ces obstacles de contraintes, de ressources, c'est la qualité d'échange au sein des équipes, c'est la solidarité dans les équipes, d'avoir cette capacité quand on voit un collègue qui risque de tomber dans la maltraitance parce qu'elle n'en peut plus, c'est d'être en capacité de prendre le relais pour éviter de tomber justement dans des actes qui sont répréhensibles in fine. Donc, la responsabilité aussi des encadrants et du management, c'est d'entretenir un esprit d'équipe et donner du sens. Parce que les soignants, les encadrants, ils ont besoin de sens dans ce qu'ils font. Et quand ils ont le sentiment de ne pas être à la hauteur et eux-mêmes de s'attribuer le qualificatif de maltraitant, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui n'est pas fait aussi pour les épauler. Donc, il faut essayer de maintenir cette qualité d'échange entre les personnes au sein d'une même équipe pour qu'ils puissent surpasser ces difficultés. Je crois qu'on a un quiz maintenant. Tout à fait. Merci Daniel et Elodie pour cette présentation. Juste avant de conclure, nous allons à nouveau solliciter la salle et les participants en ligne pour un dernier quiz à travers la question suivante. Êtes-vous convaincus que la bientraitance généralisée est l'antidote à la maltraitance? Oui, non. Vous avez quelques secondes pour y répondre. Je répète la question. Êtes-vous convaincus que la bientraitance généralisée est l'antidote à la maltraitance? Merci pour vos réponses. On voit que le message est bien passé. La deuxième question que nous voulons poser est la suivante. Pouvez-vous nous donner un mot-clé pour définir la notion de bientraitance selon vous? Vous avez quelques secondes pour y répondre et un nuage de mots va apparaître progressivement. Donnez-nous un mot-clé pour définir la bientraitance.
la notion de posture, bienveillance, respect, empathie. Merci à tous pour vos réponses. Et Daniel et Elodie, je vous laisse la parole pour conclure. Très bien, merci Laurence. Donc, on voit qu'on retrouve un certain nombre de qualificatifs qu'on a pu évoquer. Donc, sur la conclusion, on est sur des valeurs humaines. Ces valeurs humaines, alors on n'a pas parlé du geste technique, parce qu'on considère que les gestes techniques sont acquis. Ils peuvent être à un moment donné pas à la hauteur pour des raisons de surcharge. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un engagement sur ces valeurs humaines et sur la qualité des relations et de la communication qui est établie entre les personnes. Tu veux peut-être ajouter quelque chose, Elodie ? Oui, donc pour résumer un petit peu notre intervention, la bientraitance, c'est vraiment une culture et un engagement qui se veut positif. C'est pas seulement l'absence de maltraitance, et ça c'est important de retenir cet élément, que ça se construit individuellement en tant que professionnel de santé, donc se questionner sur sa pratique, mais que le collectif dans lequel le professionnel évolue doit aussi être dans cette démarche de bientraitance avec des espaces qui permettent les échanges en équipe pluridisciplinaire pour revenir sur les situations de soins qui questionnent. On parle aussi de réflexion éthique autour des prises en soins qui nous sont confiées. Et donc, ça se fait avec une réflexion en équipe qui s'appuie sur des valeurs humaines fortes. Donc, on a dit, on l'a vu dans le nuage de mots, et nous on le répète, respect, dignité, écoute, solidarité sont des valeurs qui contribuent justement à l'établissement de ce rapport de bientraitance. On a mis un petit peu un clin d'œil vers un modèle sociétal finalement pour être dans un contexte plus apaisé, plus à l'écoute de l'autre et de la prise en charge des différences. Donc la route, elle n'est pas facile. L'idée aussi, c'est de donner du sens à l'engagement des professionnels, donner du sens aux bénévoles qui s'engagent. Et pour donner du sens, il faut vraiment qu'on soit solidaire dans ces moments-là difficiles de contraintes budgétaires, de ressources, pour instaurer un climat qui favorise justement ces actes de bientraitance vis-à-vis des personnes qui ont le plus besoin de protection. Donc je crois on leur doit ça. Voilà, je vous remercie. On vous remercie. On vous remercie. Merci. Et on est prêt à répondre à vos questions. Tout à fait. Donc on a pu récolter différentes questions sur ce sujet. La première question qui est posée et de savoir comment faire valoir la parole des résidents quand l'institution met tout sur le compte des troubles cognitifs. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit pour répondre, c'est déjà de passer par le Conseil de vie sociale et de mettre en transparence les situations. Donc, les mettre sur la table au vu, au sus des personnes dont le rôle, c'est justement de pouvoir donner un avis et faire des propositions. Donc, ce problème des troubles cognitifs, on apprend à communiquer avec des personnes. Donc, je renvoie sur des bonnes pratiques, des recommandations de l'HAS, comment recueillir la parole des personnes vulnérables, des personnes en situation de vulnérabilité, des personnes qui sont atteintes de troubles neurocognitifs. C'est en cours, je crois que c'est pas encore publié. Donc, on y travaille. Il y a des méthodes derrière. C'est ça l'intérêt aussi des méthodes. Et aussi, ça veut dire qu'il faut former les gens à ces méthodes. Oui, c'est former les gens et puis c'est adapter aussi les différentes instances que peuvent mettre en place les établissements aux patients, aux personnes accueillies qui ont une maladie neuroévolutive. Il y a le conseil de la vie sociale. On peut solliciter aussi donc les représentants des usagers qui vont pouvoir aussi donner une méthode ou pouvoir en tout cas donner leur avis sur quel dispositif on peut mettre en place. Et puis dans une institution, donc il y a le conseil de la vie sociale qui est obligatoire, réglementaire, mais il y a également par exemple pour recueillir l'avis des patients accompagnés. Donc je fais un focus sur mon message plutôt dans le secteur médico-social, mais il y a les commissions menues. C'est pour pouvoir accueillir la personne accompagnée, même si elle présente des troubles cognitifs, elle peut nous donner son avis
sur les repas qui sont proposés. Et ça, c'est recueillir aussi des éléments sur leur prise en soin. Et là, même si la maladie neuroévolutive est présente, ils vont être en capacité de nous dire s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Il y a également les commissions autour des animations qui sont proposées. Et un patient âgé, même s'il a une maladie neuroévolutive, on va voir tout de suite si l'activité qu'on lui a proposée n'est pas appréciée. Donc c'est de l'adaptabilité en fonction du contexte pathologique. Et ça, c'est de la responsabilité, oui, du collectif de professionnels, d'adapter les instances, les moyens d'expression au profil des personnes accueillies. Merci beaucoup. Si je peux rajouter juste quelque chose. Moi, je vois par expérience, les aides-soignantes connaissent très bien leurs résidents. Et elles savent communiquer avec, elles savent quand il y a un signe qui exprime un refus, un mal-être ou bien une envie. Mais ça, c'est l'investissement dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'être en capacité de construire cette relation qui fait qu'on connaît la personne, on connaît les signaux qu'elle émet en fonction de ses besoins. Par contre, pour autant, pour répondre à la question de base qui était posée au départ, ce n'est pas la réponse qui est faite par la direction de l'établissement n'est pas acceptable. C'est pas parce qu'une personne a des troubles cognitifs qu'on ne peut pas communiquer avec elle. Il faut trouver le canal de communication, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup pour votre... Et elle le mérite et on leur le doit. Une autre question est arrivée. Le tutoiement, les surnoms, papy, mamie, sont-ils des éléments potentiels de maltraitance ? Je réponds et tu complètes. Alors, c'est un vrai sujet dans la prise en soin des patients qu'on accueille. Je crois qu'il faut partir du projet d'accompagnement du patient et pouvoir... Alors, papy, mamie, je pense qu'il faut exclure. Par contre, le tutoiement, il y a des patients âgés qui nous demandent de les tutoyer. Et à partir du moment que cette demande elle est actée dans le projet d'accompagnement du patient, il faut y répondre. J'avais une patiente qui s'appelle d'ailleurs Violette, et elle voulait absolument qu'on l'appelle Violette parce qu'elle était tellement fière de son prénom qu'il était impossible qu'on l'appelle Madame. Donc cette question, il faut vraiment demander à la personne accompagnée comment elle souhaite qu'on l'appelle. Est-ce qu'elle veut qu'on l'appelle Madame avec son nom de famille d'usage, ou est-ce que c'est le prénom, c'est respecter les attentes de la personne accompagnée face à la prise en soin qu'on peut lui proposer. Rien à rajouter. Une autre question sur le périmètre des travaux. Pourquoi seulement les adultes ? Alors là, c'est vrai que nous avons été saisis pour faire un guide pour prévenir la maltraitance des adultes. Donc voilà, ça vient de la saisine du ministère qui nous a saisis sur ce sujet. Voilà. Ensuite, il y a une question sur la transférabilité dans le domaine, en dehors de l'institution. Alors c'est vrai que ce guide-là est centré sur la maltraitance, la prévention de la maltraitance en établissement, mais il existe également un guide qui propose un outil pour repérer les maltraitances intrafamiliales, qui est paru au même moment en octobre 2024. Donc c'est une autre recommandation de bonne pratique qui est disponible. D'autres questions ? Le collectif prime-t-il en matière de bientraitance ? L'importance du collectif. Alors, est-ce qu'il prime ? Je ne sais pas. Comme on l'évoquait dans notre présentation avec Daniel, chaque professionnel a une responsabilité sur cette posture professionnelle pour être dans une posture bien traitante auprès des patients qui lui sont confiés. Après, bien évidemment, ça s'inscrit dans un collectif de travail. Le collectif de travail s'inscrit à l'intérieur d'un écosystème avec une gouvernance. Donc, comme on le disait, c'est plusieurs acteurs. On a parlé... on a présenté les acteurs, mais c'est une responsabilité collégiale. Ouais, moi, je dirais que le collectif prime dans la prévention de la maltraitance. Parce que bénéficier du regard bienveillant d'un collègue, voire d'un responsable sur sa pratique, ça permet justement de se corriger ou d'éviter d'aller trop loin. Voilà. Par contre, la bientraitance, je pense que quand elle s'établit, elle se maintient, elle est vue aussi par les collègues et il n'y a pas de raison de se mettre d'accord tous ensemble.
pour convenir que l'acte de maltraitance, il est établi. Après, quand on est dans la mise en place d'une mesure corrective suite à des maltraitances, là, la réflexion collective, elle est importante, parce que chacun a son rôle dans la prise en charge d'une personne. Oui, et puis une des premières phrases moi, que je vous ai exposées dans comment incarner cette posture bientraitante, c'est de ne pas penser que ce qui est bon pour moi n'est bon pour les autres. C'est aussi là-dessus que le collectif va pouvoir primer sur cette démarche de bientraitance, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est les échanges de points de vue, les échanges de regards. On s'appuie sur ce que souhaite la personne accompagnée, et le collectif de travail va pouvoir nourrir aussi les échanges et être dans cette démarche de bientraitance. Merci. Question suivante. Y a-t-il des espaces, associations, institutions qui accompagnent les professionnels et structures pour maintenir la bientraitance ou, le cas échéant, intervenir si un professionnel, une institution est maltraitant ou non bientraitant? Que faire si leur réponse est « nous n'avons pas les moyens humains et financiers pour répondre aux besoins du service ». Donc la question des moyens humains et financiers. Il existe la démarche Humanitude, qui est une démarche à visée de bientraitance. Ça veut dire on ne force pas les résidents à aller dans des activités. Ils peuvent commencer une activité, la quitter sans rien dire et sans demander à personne. Donc c'est laisser la personne évoluer évidemment dans un cadre sécurisé, mais sans lui appliquer de contraintes. Je résume et je caricature, enfin je ne caricature pas, je fais très court, mais c'est vraiment un état d'esprit d'humanitude. Alors le problème de l'humanitude, moi dans l'établissement où je suis toujours dans le CVS, les directions précédentes avaient investi. L'humanitude, il y a des droits à payer pour la formation, voilà. On forme 1 ou 2 personnes, ça coûte quelques milliers d'euros, et puis il faut renouveler ça. À un moment donné, les groupes d'EHPAD ont pris des décisions, certains groupes, enfin celui auquel je fais allusion, auquel je pense, ont décidé d'arrêter cet investissement en humanitude. Et ensuite, les personnes qui ont eu l'habitude de le mettre en place, il y a des turnovers, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se perdre, et ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture de l'établissement. S'il y a cette culture-là et qu'elle vient d'en haut, moi j'ai vu ça, ça se pérennise. Mais il faut que la volonté, c'est pour ça qu'on dit c'est il y a plein d'acteurs, chacun mène une contribution, et évidemment la responsabilité, elle vient quand même aussi d'abord de la gouvernance, voilà, d'impulser cette volonté. Donc, tu as présenté le concept humanitude, mais il existe aussi d'autres concepts et qui sont vrais, ont un coût pour les institutions. Mais pour faire aussi référence au guide de la Haute Autorité de Santé, il est recommandé de nommer un référent bien traitant. Donc, c'est aussi bien identifier ce référent, le former pour que lui puisse déployer cette démarche bien traitance, qui doit aussi s'appuyer sur un concept qui est notre bon sens professionnel. Donc c'est aussi ça, je pense, la solution pour pouvoir développer cette approche bien traitante et lutter contre la maltraitance. Tout à fait, ça fait partie des recommandations de bonnes pratiques. Nommer un référent bien traitance, ou voire 2 si c'est possible, avec un référent interne et un référent si possible externe, comme un représentant des usagers par exemple, ou un membre du comité d'éthique, par exemple, qui pourrait justement avoir une vision un peu plus neutre et pouvoir apporter justement des éléments extérieurs. Alors, il y a d'autres questions. Comment faire pour qu'une dénonciation ne soit pas prise pour un abus plutôt que d'être pris au sérieux? Donc, comment prendre au sérieux les dénonciations de maltraitance? Dans certains cas, peut-être que... Après, une dénonciation de maltraitance, elle doit être aussi documentée. Ça passe par un écrit. On ne peut pas... circonstancié. C'est ça, il faut que ce soit circonstancié. Il y a des outils qui sont à notre disposition pour pouvoir passer à l'écrit la situation que l'on a pu observer ou vivre. Et après, il y a une responsabilité de la part des institutions qui sont saisies par cette situation pour pouvoir la traiter. Ça peut être déclaré sous forme d'une suspicion avec une demande d'investigation plus poussée. Et ça met quand même un peu sous pression l'établissement de faire ce qu'il faut, parce que si ça prend une mauvaise direction, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été alertés. Merci. C'est progressif. On peut pas... Et c'est vrai que les textes aussi autorisent
les personnes à dénoncer les responsabilités oui, c'est même professionnelles, une responsabilité de signaler, même de tout citoyen, que de dénoncer une situation de maltraitance. Une question suivante. Alors après, il y a aussi des associations comme Allo Maltraitance. Oui. Alors nous, on est assez prudent sur le fait qu'il ne faut pas non plus caractériser des actes comme étant des actes de maltraitance. C'est vrai que c'est ce qu'on essayait de dire tout à l'heure sur les familles qui ont aussi parfois cette culpabilité et qui n'ont pas ce regard professionnel, qui n'ont pas intégré la pathologie complètement et qui pensent que leur proche est maltraité. Il faut ne pas non plus surdéclarer des situations qui ne sont pas. Tout ça par déficit d'explication, de pédagogie aussi. Hein. Alors bon, je mentionne cette association parce qu'elle est connue. Je n'ai pas d'intérêt particulier avec elle, mais elle est connue et il peut y avoir un échange. Je pense que ce sont des gens raisonnables aussi et qui peuvent dire, attendez, avant de faire une dénonciation, comme c'est formulé, bah écoutez, voilà, est-ce que vous avez investigué, est-ce que vous avez fait telle et telle démarche, que ce soit aussi progressif. Merci beaucoup Daniel, on va clôturer parce que c'est la fin de la session. Merci beaucoup aux participants et aux questions qui nous sont arrivées. Merci beaucoup à vous, les intervenants du terrain. Et donc, merci à tous pour votre attention.